Je suis Rob, de l'Histoire avec une grande H, et aujourd'hui je parle au nom de l'ALDA, dont je fais partie. Et on va vous parler du principe d'histoire officielle. Si vous êtes amateur d'histoire, que vous lisez la presse, ou regardez les médias, ou des documentaires à la télé ou sur YouTube, il est à peu près certain que vous avez déjà croisé cette expression « histoire officielle ». Peut-être même en avez-vous une notion intuitive. Nous allons ici essayer, ensemble, de la définir, cette notion, et de montrer en quoi, souvent employée, elle peut être problématique. Qu'est-ce que l'histoire officielle ? Pour comprendre cette notion, il faut repartir de celle d'histoire, afin que nous ayons une base commune. Au départ, l'histoire peut se définir à la fois comme une compilation de connaissances du passé des hommes et des civilisations, mais aussi comme un ensemble de méthodes pour parvenir à ces connaissances. En somme, l'histoire, c'est mener une enquête, afin de reconstruire le passé des hommes. Le mot provient d'ailleurs du grec historia, qui signifie enquête. Et ce, grâce à une méthodologie fondée sur l'étude des sources au sens large, c'est-à-dire des textes, des témoignages, des photographies, et même maintenant des vidéos. Et on se fonde également, en plus de cette étude, sur l'analyse critique de ces sources. À partir du début du XIXe siècle, la méthodologie s'est progressivement construite, transformant l'histoire en une science sociale cherchant à comprendre les sociétés du passé. Les historiens essaient de donner une vision la plus objective possible de celui-ci, en écartant au mieux leurs croyances et leurs biais. L'histoire se retrouve ainsi à la croisée des chemins d'autres disciplines telles que la sociologie, l'anthropologie, la géographie, mais aussi les statistiques dont elle se nourrit et qu'elle enrichit en retour. En fonction du sujet, elle peut même emprunter à des disciplines en dehors des sciences humaines et sociales. Des disciplines comme l'architecture, s'il faut parler de la construction d'un bâtiment, comme la pyramide de Khéops par exemple. Ou pourquoi pas la chimie, si on traite par exemple de la fabrication du papier. Bref, l'histoire reste une discipline très ouverte de par ses différents sujets d'étude, car toute chose peut être étudiée sur un plan historique. Tout est histoire. Ceci étant posé, l'histoire ne doit pas être confondue avec la mémoire, qui est le souvenir collectif d'événements ou de personnalités du passé où le prisme de l'émotion n'est souvent pas loin. Les commémorations, par exemple, les noms des rues, les statues érigées, etc. Tout ceci fait partie de la mémoire collective, ce qu'une société, ses représentants et ou ses gouvernants décident de garder en mémoire. Nous pouvons aborder une première façon de considérer l'histoire dite officielle, celle liée à la mémoire. Commémorer tel événement, telle personnalité, choisir tel nom pour une rue, sont autant de décisions qui en disent beaucoup sur le pouvoir politique qui les prend. Cette définition est associée notamment à diverses lois mémorielles, qui ont pour but de donner un point de vue officiel sur certains événements et faits du passé. Songeons par exemple à la loi de 2005 concernant la vision positive de la colonisation. Elle disposait entre autres que, je cite, « Les programmes scolaires reconnaissent en particulier le rôle positif de la présence française outre-mer, notamment en Afrique du Nord, et accordent à l'histoire et au sacrifice des combattants de l'armée française issus de ces territoires la place éminente à laquelle ils ont droit. » C'est ce qui était indiqué dans cette loi. Or, Jacques Chirac, à l'époque, suite aux nombreux débats que cette loi a suscités, en particulier parmi les historiens, qui qualifiaient cette vision de colonialiste et raciste, Jacques Chirac donc a abrogé cet aspect positif, précisément sur la base de refus de l'histoire officielle. Et là on cite Jacques Chirac, « Dans la République, il n'y a pas d'histoire officielle. Ce n'est pas à la loi d'écrire l'histoire. L'écriture de l'histoire, c'est l'affaire des historiens. » Justement, l'historien Pierre Nora, qui nous a quittés malheureusement il y a peu, historien qui a travaillé sur les questions d'histoire et de mémoire, définit aussi précisément l'histoire officielle comme étant celle liée à ce qu'il appelle les rites politiques, que sont les commémorations et célébrations, mais aussi encore liées aux enseignements scolaires. En nous arrêtant sur cette première approche, l'histoire officielle serait donc celle apprise en classe, celle écrite dans les programmes scolaires de l'éducation nationale, dont l'application est à la base des enseignements. Or,
Remarquons tout de suite que cette définition met de côté tous les aspects liés à la liberté des enseignants qui, s'ils doivent certes suivre le programme, ont la possibilité de l'aborder sous divers prismes. On voit qu'on touche ici un point essentiel de la notion d'histoire officielle. Elle serait l'histoire dominante, celle enseignée notamment à l'université, qui donc proposerait un enseignement formaté, imposé. Franck Ferrand, journaliste, présentateur radio et télé et auteur de nombreux ouvrages, stipule dans plusieurs de ses écrits que cette histoire, ou vérité officielle, serait celle des autorités publiques, des universitaires qu'il envisage, lui, de bousculer dans ses travaux. Jean Sévillard, rédacteur en chef au Figaro, de son côté, considère une histoire officielle trop à gauche, idéologique, simplificatrice et au final peu scientifique. Bon, avant que nous soyons traités de gauchistes en ne citant que Ferrand et Sévilla, il faut rappeler que les manipulations de l'histoire à des fins idéologiques se retrouvent dans n'importe quel camp politique, à gauche, à droite, au centre et bien évidemment aux extrêmes. Et là arrive l'accusation d'une science historique qui serait soumise à des agendas politiques. Une accusation portée par des personnes qui ont bel et bien, eux, un but politique. Vous la sentez la contradiction ? Voir l'hypocrisie ? Et pour rester dans les joyeusetés, d'autres vont plus loin, en affirmant que l'histoire serait aux mains de quelques-uns, en particulier d'une sphère par exemple judéo-bolchevique, en critiquant Fernand Nathan, juif qui a fondé les éditions Nathan, lesquelles publient aujourd'hui beaucoup d'ouvrages et de manuels utilisés en classe. L'histoire officielle serait écrite par les juifs, ce qui est évidemment complètement faux. Dans cette sphère de penseurs, entre guillemets, certains aiment indiquer que l'histoire officielle est faussée, car elle est écrite par les vainqueurs. Vous l'avez beaucoup entendu celle-ci, l'histoire officielle est écrite par les vainqueurs. En réalité, cette expression, l'histoire est écrite par les vainqueurs, est issue de Frères ennemis, ouvrage de 1944, écrit par Robert Brasillac, journaliste, collaborationniste, vichiste et antisémite. Et il existe un exemple qui prouve que l'histoire écrite par les vainqueurs, c'est complètement faux. Il s'agit du siège de Paris de 885 par les Vikings, qui techniquement, même s'ils n'ont pas pris la ville de Paris, ont réussi ce qu'ils voulaient faire. Pour faire très très court, les Vikings, quand ils arrivent en 885 devant Paris, veulent aller au-delà de la ville, donc ils demandent à traverser la ville de Paris, du moins la Seine. Les Parisiens refusent, et pourquoi les Vikings demandent ça ? Pour aller simplement piller la Bourgogne, qui était de l'autre côté. Donc les Parisiens refusent, s'ensuit un siège de 3 ans. Les Vikings échouent à prendre la ville, mais à la fin, on les autorise quand même à aller au-delà de la ville et aller piller la Bourgogne, officiellement. Donc, les Vikings ont gagné. Et ce qu'il faut savoir, c'est que toute cette histoire du siège de Paris de 885 nous est racontée uniquement par les Francs de l'époque, par ceux qui affrontaient les Vikings, par ceux qui ont perdu. Donc là, vous avez un exemple d'une histoire écrite par les vaincus. Une autre critique de l'histoire apprise sur les bancs de l'école serait qu'elle gommerait ce qui fait la grandeur de la France, ces figures célèbres qui confinent Tomite, Clovis, Jeanne d'Arc, ces grands épisodes, Alésia, bataille de Poitiers, guerre de Cent Ans, qu'elle serait au fond trop woke. Woke, un terme dont personne en France n'est capable de donner une définition précise, je suis désolé. Vous demandez aux personnes ce que c'est qu'un woke, ils n'auront jamais la même définition. Donc ce serait bien d'éviter de continuer à utiliser ce mot que personne ne comprend, en réalité. On accuse donc cette histoire apprise sur les bancs de l'école comme étant trop woke, trop tiers-mondiste, voire carrément islamo-gauchiste, etc. Enfin bref, vous avez compris le problème. Nous nous heurtons donc à plusieurs définitions qui peuvent paraître contradictoires. D'un côté, on l'a vu avec cette loi mémorielle, une histoire officielle qui serait raciste et colonialiste, issue d'une certaine vision du passé, et de l'autre, on accuse l'histoire officielle d'être trop progressiste et anticoloniale. Pour résumer, comme vous le voyez, ça ne tient pas. Il existe toutefois un trait commun que nous pouvons remarquer. L'histoire officielle serait basée sur des fondements idéologiques, quels qu'ils soient, en fonction de la définition que l'on retient. Si on a vu que nous avons beaucoup de difficultés à avoir une notion claire et définitive, tant certaines définitions sont contradictoires, il est sans doute plus intéressant de regarder qui
emploie cette notion et à quelle fin? Prenons un exemple pour illustrer ces propos. C'est celui d'un thème souvent mis en avant par ceux présentés comme des spécialistes de l'histoire dans les médias. Ce thème, c'est le génocide vendéen. Alors, pour faire un peu de contexte, cette idée de génocide vendéen est à l'origine due à Reynald Secher, qui est historien, qui passe sa thèse dans les années 80, une thèse qui va par la suite être démontée par les autres historiens, car on s'est rendu compte que Reynald Secher n'a pas fait bien son travail. Voilà, qu'il est un peu allé trop vite sur des données, sur certaines choses, qui a été très biaisé pendant son étude. Et malheureusement, cette thèse va être reprise par la suite par d'autres personnes comme Franck Ferrand. Il faut comprendre que la qualification même de génocide vendéen est en réalité une forme de révisionnisme de l'histoire de ce moment particulier et très complexe qu'est la Révolution française. Souvent, la complexité et la profondeur des choses, c'est-à-dire la nuance, sont gommées pour tirer des conclusions rapides et pratiques. Sans entrer dans les détails, aujourd'hui l'historiographie concernant la guerre de Vendée n'évoque aucunement un génocide, car il n'y a pas eu de population caractérisée ciblée. Selon Jean-Clément Martin, par exemple, grand spécialiste de la question, on ne distingue pas dans les sources d'éléments qui montrent que la notion de Vendéen était clairement définie à l'époque. Et je vous en parlerai un petit peu après. Mais dire qu'il n'y a pas eu de génocide vendéen, cela ne revient pas à nier les massacres qui ont eu lieu entre 1793 et 1796, lors de ce moment de la contre-révolution. Jean-Clément Martin, encore lui, ne nie aucunement l'existence de crimes de guerre et contre l'humanité. Or, ce phénomène n'a pas été aussi binaire qu'on pourrait le penser. D'un côté, le camp des gentils catholiques et royalistes, vendéens, contre les méchants républicains génocidaires. L'idée même d'employer le terme de génocide participe d'une volonté de saper les acquis de la Révolution française, des acquis décriés. Ceux qui prônent le génocide n'hésitent pas à évoquer une histoire officielle qui aurait gommé des mémoires cet événement tragique. On le retrouve par exemple dans le Puy du Fou, avec son créateur Philippe de Villiers, qui en est un des fers de lance médiatiques. Il y a même, de manière régulière, des députés qui souhaitent faire reconnaître officiellement ce génocide par l'État français. Citons par exemple un texte déposé le 7 février 2018, à propos de la loi visant à la reconnaissance des crimes commis contre la population vendéenne en 1793-1796 et annulant les lois ou en exécution desquelles ils ont été commis. Et là, on voit déjà un lien avec les lois mémorielles dont on a déjà parlé plus tôt. Et on voit également ici une volonté d'officialiser un terme qui n'a pas de sens historiquement. Personne ne chercherait à cacher un prétendu génocide. Par ailleurs, il existe une grosse production historiographique concernant la guerre de Vendée. Il n'y a donc jamais eu de volonté d'effacement des mémoires de l'événement, et ce depuis les 2 premières guerres de Vendée. Car oui, des guerres de Vendée, il y en a eu plusieurs. Il y en a eu 5 au total. On va pas tout détailler, car la Révolution française et tous les événements qui y sont liés sont extrêmement complexes et leurs études appellent à la nuance et à être dépassionnées. Mais sachez qu'aucun gouvernement, ni aucun historien, n'a cherché à cacher ou à changer quoi que ce soit concernant cette guerre, à part à un moment, quand Napoléon Bonaparte était au pouvoir. Ce dernier voulait alors charger la responsabilité de ces guerres sur les royalistes, mais pas cacher les événements. Désolé pour ceux qui aiment Napoléon et les royalistes des guerres de Vendée, mais sachez que Premier Empire et cause royaliste n'ont jamais fait bon ménage. Oh non. De plus, quelle population aurait subi ce génocide? Les Vendéens? Cela n'a aucun sens, car en 1793, le département de Vendée n'a que 3 ans. C'était pas assez pour fédérer une population très diverse entre villes et campagnes, entre les différents territoires vendéens, sans oublier qu'il y avait également des catholiques et des protestants, de fédérer tout cela en moins de 3 ans en une identité vendéenne. Et en réalité, on retrouve des Vendéens également dans les troupes révolutionnaires, qui affrontent d'autres Vendéens, et inversement, des non-Vendéens dans les armées royalistes, qui affrontent d'autres non-Vendéens qui sont chez les Républicains. Et l'un de ces non-Vendéens les plus connus est par exemple Jean-Nicolas Staufflet, originaire de Lorraine. Car en réalité, le territoire qui se révolte ne correspond pas pleinement au département de Vendée.
il déborde bien franchement sur d'autres départements. Donc, si génocide il y a eu, contre quelle population, si ce n'est pas contre les habitants de Vendée stricto sensu? Les royalistes? Mais être royaliste, c'est choisir un camp politique. C'est pas être issu d'une population ethniquement ou culturellement reconnue comme entité. De fait, l'appellation de génocide, inconnue de plus à l'époque, ne peut s'appliquer. Celle de massacre, en revanche, est pleinement reconnue par les historiens. En réalité, les guerres de Vendée, dont l'effacement de l'histoire n'a donc jamais eu lieu, sont le moment politique unifiant les adeptes d'idées politiques qui n'aiment pas la République française. Nous sommes donc devant des personnes qui cherchent à nous faire adhérer à une idéologie politique, en espérant effacer par ces événements tragiques les avancées considérables que la Révolution française a apportées. Et je dirais même que ces personnes cherchent à nous vendre leurs idées, ne serait-ce que par la rédaction d'ouvrages, ou encore la réalisation de films. Et par cet exemple même, nous voyons que celles et ceux qui utilisent volontairement l'expression d'histoire officielle ont un but idéologique, et même un but mercantile. Si nous prenons un autre exemple, bien plus large, celui des chercheurs de vérité, qui remettent en cause, par exemple, le consensus scientifique autour de la construction des pyramides. Une vidéo prochaine reviendra d'ailleurs sur ce sujet. On se rend vite compte que ces pseudo-chercheurs utilisent l'expression d'histoire officielle pour chercher à délégitimer les scientifiques, afin, eux aussi, de vendre, tout simplement, leurs nombreux ouvrages, leurs conférences, ou encore leurs documentaires. C'est un documentaire où on dit des bêtises, les documentaires. Et il y en a quelques-uns. On a donc aussi derrière l'utilisation de cette expression histoire officielle un but purement mercantile. À croire que pour ces chercheurs de vérité, la vérité est bien moins éclatante que l'argent récolté par les produits qu'ils vendent. L'histoire n'est pas un point de vue, ni une opinion, et encore moins un discours. Elle se fonde sur des méthodes que les historiens doivent appliquer afin d'enrichir nos connaissances à tous. Car, je le rappelle, les connaissances historiques sont partagées et sont à partager avec les non-historiens. Ce sont ces méthodes qui sont avant tout enseignées à l'université. Si l'on parle d'histoire officielle au sens de la définition de Pierre Nora qu'on a vu plus tôt, il faut rester vigilant quant aux usages publics qui sont faits de l'histoire. Par exemple, les fameuses lois mémorielles, dont on a parlé encore tout à l'heure, ces lois qui apportent un point de vue officiel, c'est-à-dire émis par le pouvoir public sur l'histoire, alors que nous venons d'affirmer que cette discipline ne se fonde justement pas sur des points de vue. Ces lois mémorielles d'ailleurs sont à chaque fois sujettes à débat. Si l'on s'arrête ensuite sur l'usage qui est fait de la notion d'histoire officielle, en particulier par certains experts mis en avant par les médias, ceux-ci critiquent l'histoire enseignée à l'école et à l'université, celle des mandarins, comme il semble l'indiquer. D'après eux, elle ne serait qu'un point de vue, voire une doxa cachant la vraie histoire, celle de la nation qu'ils souhaitent, eux, corriger pour réaffirmer la vraie vérité historique, cette même vérité qui serait, selon eux, problématique pour les tenants de l'histoire officielle. Par exemple, la reconnaissance du véritable lieu de la bataille d'Alésia, qui ne serait pas à Alise-Sainte-Reine en Bourgogne, mais dans le Jura. Cette reconnaissance serait problématique pour l'histoire officielle. Pourquoi ? En vérité, on ne sait pas trop. À part peut-être d'affirmer encore que l'histoire émise par les historiens serait faussée car biaisée idéologiquement, donc politiquement, etc., etc., etc. Et concernant la localisation d'Alésia, si des arguments suffisamment convaincants étaient avancés par les tenants de l'hypothèse jurassienne, bien sûr que les historiens et les archéologues accepteraient un autre emplacement pour Alésia. Sauf que pour l'instant, les arguments mis en avant ne tiennent pas du tout face aux très nombreuses découvertes archéologiques en Bourgogne à Alise-Sainte-Reine. Oui. Pour autant, la construction de la statue de Vercingétorix sur la colline d'Alise-Sainte-Reine en 1865 sous Napoléon III, puis un siècle et demi plus tard, la construction du musée dédié à la bataille, peuvent être considérés tous les deux
comme une officialisation politique du lieu, brouillant le regard que l'on peut porter sur le site, là où histoire et mémoire se télescopent. Un autre problème vient du fait que les personnes présentées comme spécialistes de l'histoire dans les médias, qui sont qualifiées d'historiens de garde par certains, pour reprendre le titre d'un ouvrage publié en 2006, ces personnes ne donnent aucune réelle définition de ce qu'ils entendent par histoire officielle. Et quand bien même ils en font un usage régulier, ils en donnent une vision très négative, celle d'élites universitaires qui seraient plutôt gauchistes selon eux. Ce qui, on le rappelle, n'est pas le cas. Le monde professoral, comme le reste de la société, est composé d'individus qui ont des sensibilités politiques différentes, des gens de gauche, de droite, du centre, des extrêmes. Mais pour eux, parler d'histoire officielle est assez pratique, car ils vont à l'encontre des recherches scientifiques. En parlant d'histoire officielle, aucune justification n'est nécessaire, puisque tout le monde saurait ce qu'est l'histoire officielle. Qualifier toute production historique d'histoire officielle permet ainsi de la disqualifier facilement. Puisque si elle est officielle, ça veut dire qu'il existe une histoire officieuse, qu'on nous cache, qu'on nous montre pas, qu'on n'a pas le droit de savoir. Donc dès qu'on qualifie qu'un travail est issu de l'histoire officielle, eh ben c'est pratique pour dire que non, il n'est pas bien. En revanche, moi qui suis chercheur, qui a tout appris moi-même, par exemple, ben mon histoire à moi, elle est réelle. Elle est différente de l'histoire officielle, ce qui prouve que j'ai raison. Vous voyez un petit peu le raisonnement ? Tout le monde saurait ce qu'est l'histoire officielle. Eh bien non, justement, tous nos propos jusqu'à présent montrent que tout le monde ne sait pas ce qu'est l'histoire officielle. Et que, mal définie, elle ressemble davantage à un épouvantail qu'il est facile d'agiter, afin d'effrayer le public pour le ramener dans le droit chemin de la vraie histoire véritable, etc. Ces agitateurs d'épouvantail flirtent bien sûr avec l'idée de complot, afin de cacher une vérité problématique. Problématique en quoi ? Ben on sait toujours pas. Si demain on a une preuve que Alésia n'est pas à Lys-Sainte-Reine mais dans le Jura, ben ok, ce sera dommage pour la région de Bourgogne de l'époque qui avait mis des ronds dans le musée, mais en soi pour les historiens et les archéologues, ben, ils seront contents de savoir ça. Ils seront très contents de voir qu'ils sont trompés, qu'en fait c'était autre part. Cette histoire officielle-ci, dont on ne perçoit qu'un contour flou chez ceux qui s'autoproclament chercheurs de vérité, est bien sûr, comme vous l'avez compris, contestée par le monde de la recherche et par les historiens. Ce qui est d'autant plus gênant, c'est que ce genre de propos s'est largement répandu ces dernières années dans les médias et surtout sur les réseaux sociaux. En jouant sur la corde sensible du « on nous ment » pour un public qui peut trouver cela intéressant. Mais c'est un public qui n'est pas toujours au fait des questions de méthodologie de la science historique, ce qui est normal, parce qu'être historien archéologue, c'est un métier, avec ses méthodes. Comprendre qui nous ment. En fait, c'est le gouvernement qui nous ment. J'en sais rien, il faut leur demander. Mais non, mais vous accusez qui de mentir, en fait? Moi, je dis des choses sourcées. D'accord, mais qui ment? Mais c'est pas moi de le dire. Je suis désolé. Bah non, mais enfin, quand vous dites on nous ment, c'est qui le on? Il y a des autorités qui... Donc c'est le gouvernement? J'en sais rien, moi. Nous aurons également l'occasion de reparler dans une prochaine vidéo de la diffusion du roman national, cher à quelques historiens médiatisés. Pseudo-historiens médiatisés ? À vous de voir. Car oui, les médias jouent un rôle important dans cette mauvaise perception de l'histoire. Lorsque, par exemple, ils mettent face à face sur un plateau un historien-chercheur, universitaire, et un historien médiatique ou un chercheur autoproclamé. Cela laisse penser que leurs propos à tous les deux ont le même poids, qu'il s'agit en somme de deux vérités mises dans une balance et abandonnées au jugement du public. Et ça, c'est pas bon du tout pour la connaissance. Car si vous commencez à dire qu'un scientifique a autant raison qu'un mec qui n'y connaît rien du tout, les gens commencent à penser que la science sert pas à grand chose, alors que bon, c'est quand même grâce à la science que je suis en train actuellement de vous parler, via cette caméra, via la vidéo qui va être créée, via le montage qui sera fait, via la chaîne YouTube, via les serveurs où cette vidéo va être stockée. Et tout ça, on le doit à la science. Et au niveau médiatique, même sur la chaîne franco-allemande Arte, que j'aime beaucoup pourtant, dans un documentaire, malheureusement qui n'est plus disponible actuellement, et qui concernait le peuplement du continent américain, donc c'est-à-dire comment les premiers êtres humains sont arrivés sur le continent américain, la narratrice parle d'une histoire officielle balayée par les découvertes archéologiques.
Alors on ne peut plus vous donner les extraits sur lesquels on va parler, puisque le reportage lui-même n'est plus disponible. Mais on a gardé quelques éléments, on a noté quelques phrases, et j'ai essayé de vous expliquer un petit peu le contexte. Il y a une découverte qui a été faite il y a quelques temps, qui remettrait en cause la façon dont on voit les humains arriver en Amérique. Et il y a un extrait à partir de 12 minutes 20 où la narratrice nous dit « Malgré cette découverte, la date officielle de l'arrivée de l'homme en Amérique ne bouge pas et elle reste fixée à 15 000 ans. » Le problème ici, c'est que le documentaire n'explique pas ce qu'il entend par date officielle. Est-ce qu'il ne serait pas plus utile donc de dire que pour l'instant, le consensus scientifique ne se prononce pas par rapport à cette nouvelle découverte, attend par exemple d'avoir un peu plus de preuves, plus de contexte, plus d'études pour affirmer ou non que la date de 15 000 ans doit bouger ou pas. Voilà. Ça prend pas longtemps à le dire, mais a priori la narratrice ne le fait pas. Autre extrait à 1h09 et 10 secondes. La narratrice nous dit « Mais l'histoire officielle ne changera pas tant que la communauté scientifique ne sera pas convaincue à 100%. » Les mots, là aussi, sont sans doute encore mal choisis. En réalité, il est question du consensus, dont on a parlé juste avant, du consensus donc autour d'une installation en Amérique par les humains, vers 15 000 années avant maintenant. Une installation qui serait donc bousculée par les découvertes archéologiques, et non de quelque chose d'officiel dont on ne perçoit pas tout à fait le contour. Pourquoi ne pas dire tout simplement que, pour l'instant, les scientifiques n'arrivent pas à se mettre d'accord, attendent d'avoir plus d'études pour affirmer que les êtres humains seraient arrivés en Amérique avant il y a plus de 15 000 ans. D'ailleurs ensuite, le documentaire montrait bien dans sa dernière partie que les conceptions jusqu'alors acceptées vont petit à petit se modifier. Il aurait été plus exact de dire que de nouvelles découvertes peuvent mettre à jour nos connaissances, voire modifier les consensus, parce que c'est ainsi que fonctionne la méthode historique, comme on l'a vu au début, plutôt que de souffler un petit vent de complotisme à même de plaire à certaines oreilles et qui ne manqueront pas de l'enjoliver. Cette vision implique aussi le fait que l'histoire soit figée, dogmatique. Elle aurait été écrite par des universitaires. C'est la version officielle sur laquelle il serait interdit de revenir, d'après nos historiens de garde. Et bien entendu, c'est tout le contraire. L'histoire n'est jamais définitivement écrite. Il n'y en a pas qu'une version. Si nous prenons à nouveau la Révolution française, il existe de nombreuses approches distinctes, issues de différents courants, parfois opposés, comme François Furet et Albert Soboul, pour ne citer que ces deux historiens. François Furet, pour faire très court, donc j'exagère un peu le trait, excusez-moi, mais c'est trop long à expliquer sinon, et la vidéo est déjà longue. François Furet, donc, voit en la terreur et la période de Robespierre la préfiguration du stalinisme, une vision qui est loin de faire le consensus. Alors qu'Albert Soboul, lui, a une vision bien plus positive de Robespierre. Pourtant, les travaux de ces deux historiens sur la Révolution française ont une influence considérable sur la façon dont on voit cet événement très complexe. Et ce, même si ces travaux sont maintenant, dans certains domaines, dépassés par la recherche actuelle. Car, on le sait très peu, mais la majorité des archives en France, départementales et autres, contiennent énormément de documents de cette époque que les historiens n'ont pas encore eu l'occasion ou le temps, surtout le temps, de décrypter, de relire, de trouver, d'étudier. Donc, il est fort possible, et c'est même très certain d'ailleurs, voilà, très certain que ce qu'on sait actuellement de la Révolution française va encore évoluer dans les années, les décennies, peut-être même les siècles à venir, en fonction des nouvelles découvertes qu'on fera dans les archives. Encore une fois, l'histoire n'est jamais figée. Ainsi, comment une de ces deux conceptions, celle de Furet et celle de Soboul, voire peut-être même carrément les deux, comment pourrait-elle être qualifiée d'officielle? Cela n'a aucun sens. Et comme j'ai dit juste avant, les travaux de ces deux éminents chercheurs sont maintenant dépassés dans certains domaines historiques, ce qui prouve encore une fois que la science historique évolue, qu'elle n'est pas figée, que les historiens n'ont pas peur de se remettre en question, et se remettent en question perpétuellement. De plus, les apports de l'archéologie, avec le fort développement ces dernières décennies de l'archéologie dite préventive, ont permis par exemple de renouveler notre connaissance des campagnes depuis l'âge du bronze jusqu'aux périodes récentes, en apportant à l'histoire de nouveaux matériaux d'étude par la découverte de très nombreux sites enfouis sous nos champs. Il y a
un processus constant d'enrichissement de nos connaissances historiques, à mesure que l'on découvre de nouvelles sources, que l'on aborde différemment la lecture de certaines, ou que de nouvelles méthodes viennent ouvrir de nouveaux champs d'investigation. Par exemple, la paléogénétique, en fort développement depuis une vingtaine d'années, ou l'amélioration des techniques de datation. Prenons notre exemple, plus connu, le site turc de Göbekli Tepe. Ce site est connu depuis les années 1960, mais les fouilles ne sont entreprises qu'à partir de 1994. La fouille a mis au jour des piliers en forme de T, dont certains sont gravés. Ce site a permis aux archéologues d'améliorer leur connaissance de la phase de transition entre la fin de la période de chasseurs-cueilleurs, du Mésolithique, et le début du Néolithique. Sa datation, entre le 10e et le 8e millénaire avant notre ère, a renouvelé notre vision des populations de cette époque lointaine, faisant tomber des idées pendant longtemps partagées par les scientifiques, comme par exemple le fait que des bâtiments n'auraient pu être construits avant l'époque mésopotamienne, à partir du 4e millénaire avant notre ère. Et je vous rappelle, Göbekli Tepe, c'était entre le 10e et le 8e millénaire, donc 4000 ans avant la Mésopotamie. Göbekli Tepe a prouvé l'inverse, donc. Et les scientifiques l'ont accepté. Ils ne sont donc pas dogmatiques, obtus, incapables d'ouverture aux idées nouvelles, comme le martèlent phonétiquement les pseudo-chercheurs. Bien au contraire, les scientifiques acceptent ces idées nouvelles, si les preuves sont là. C'est cet enrichissement permanent qui est en contradiction avec la notion d'histoire officielle, du moins celle que l'on perçoit chez certains historiens médiatiques qualifiés de garde. On peut alors se demander si tout consensus historique, qui est critiqué par certains, ne devient pas de facto une histoire officielle, à géométrie variable donc, qu'il est plus facile d'attaquer de cette manière plutôt que sur le fond. La notion sert ainsi une sorte d'agenda politique lorsqu'il s'agit d'officialiser des événements ou des personnes, ou parfois tout simplement de vendre quelque chose. Bref, quand quelqu'un vous parle d'histoire officielle, un conseil, méfiez-vous.